L'air a commencé à changer. Pas d'un coup, pas avec le fracas d'un orage ou la violence d'une tempête annoncée. Non, c'était bien plus subtil. Une sorte de dérive imperceptible, comme un courant sous-marin qui modifie la salinité de l'océan sans que personne ne le remarque avant que les poissons ne commencent à nager différemment. Pour moi, ça a commencé avec la lumière. Une matinée d'automne, je me souviens. Le soleil se levait, perçant la brume habituelle qui drapait ma ville côtière. Mais ce jour-là, la brume n'était pas la même. Elle semblait plus dense, ou peut-être plus chargée. Les rayons du soleil, au lieu de la déchirer, la traversaient en la teintant d'une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de l'or, ni de l'ambre, ni même ce rose orangé flamboyant que l'on voit parfois. C'était une teinte indéfinissable, un mélange de pourpre profond et d'un bleu électrique, comme si le ciel avait décidé de porter un nouveau manteau, fait d'un tissu cosmique. J'ai cligné des yeux, frotté mes tempes. Manque de sommeil, me suis-je dit. La veille, j'avais passé la nuit à fixer des écrans, les yeux rivés sur des lignes de code qui semblaient s'étirer à l'infini. Il était facile de blâmer la fatigue, les filtres de mon cerveau brouillés par l'épuisement. Mais les jours suivants, la lumière a persisté. Elle s'est même intensifiée. Les couchers de soleil sont devenus des spectacles hallucinants, des symphonies de couleurs impossibles, des déchirures dans le tissu du réel où le magenta se mêlait au cyan avec une violence douce, presque irréelle. Les gens autour de moi ne semblaient pas le remarquer autant, ou du moins, pas de la même manière. J'entendais des commentaires, bien sûr. Magnifiques aurores boréales, n'est-ce pas? Même ici, si au sud, où le réchauffement climatique nous offre de drôles de cieux. On cherchait des explications familières, des étiquettes rassurantes pour coller sur cette étrangeté visuelle. Mais pour moi, ce n'était pas une simple aurore ou un nuage de pollution. C'était une vibration. Une nouvelle fréquence que mon œil, ou peut-être quelque chose de plus profond en moi, avait commencé à capter. Puis, le son. Un bourdonnement. D'abord si faible que je le prenais pour l'acouphène classique des matins trop silencieux. Un bourdonnement qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Un son grave, persistant, qui vibrait dans mes os plutôt que dans mes oreilles. Comme le ronronnement d'une machine gigantesque, invisible, enfouie sous la croûte terrestre, ou peut-être au-delà des étoiles. J'ai vérifié mes appareils électroniques, coupé le disjoncteur principal de ma maison. Rien. Le son était toujours là, une basse continue dans la partition du monde. J'ai commencé à en parler, timidement d'abord, à mes amis, à mes collègues. Leurs réactions variaient. Certains me regardaient avec une pitié amusée, me suggérant un rendez-vous chez l'ORL ou un bon week-end de repos. D'autres, plus rares, inclinaient la tête, plissaient les yeux et disaient « Tu sais, maintenant que tu le dis », avant de s'interrompre, comme s'ils avaient peur de donner corps à une idée trop étrange. Les nouvelles du monde ont commencé à se faire l'écho de ces bizarreries. Des scientifiques de l'Arctique rapportaient des anomalies dans le champ magnétique terrestre, des changements dans les schémas des aurores polaires qui s'étendaient désormais bien au-delà de leurs zones habituelles. Des satellites perdaient contact, des systèmes de navigation subissaient des interférences inexpliquées. On parlait de vents solaires exceptionnels, de phénomènes géomagnétiques inédits. Des mots complexes pour décrire ce que je ressentais comme une présence, une force invisible qui nous enveloppait. Je me suis mis à passer plus de temps dehors, à observer. L'air, au-delà de la lumière et du son, avait une texture nouvelle. Une légère électricité, un picotement subtil sur la peau, comme avant un orage violent, mais sans la lourdeur oppressante. Les feuilles des arbres semblaient scintiller d'une lueur intérieure, et l'eau de l'océan, les jours de calme plat, reflétait le ciel avec une profondeur insondable, comme un miroir vers un autre univers. Mes perceptions se sont aiguisées, ou plutôt, elles se sont décalées. Les couleurs du monde devenaient plus saturées, plus vives, presque douloureuses par moments. Le vert des prairies n'était plus un simple vert, mais une symphonie de verts, chacun avec sa propre résonance. Les rouges des briques prenaient des nuances que je n'avais jamais distinguées. C'était comme si un voile avait été levé, ou au contraire, comme si un nouveau filtre s'était posé sur mes yeux, révélant des dimensions chromatiques insoupçonnées. Et le temps. Le temps lui-même semblait parfois s'étirer, les secondes s'allongeant en minutes, les minutes en éternité suspendues, où chaque détail de mon environnement prenait une acuité incroyable. D'autres fois, il s'accélérait, les heures s'envolant comme des feuilles au vent, les journées se transformant en un flou rapide d'événements à peine perçus. Ce n'était pas une question d'horloge, mais de sensation intérieure, une sorte de dilatation ou de contraction de la conscience elle-même. Je n'étais plus certain de ce qui était réel et de ce qui était le fruit de mon imagination.
Avais-je développé une hypersensibilité? Étais-je en train de sombrer dans une forme de folie douce, déclenchée par une perturbation cosmique? Ou étais-je simplement le premier à percevoir ce que tout le monde finirait par ressentir? Les oiseaux, eux, semblaient l'avoir compris avant nous. Leur chant avait changé, moins mélodieux, plus rauque, parfois entrecoupé de silences anormaux. Les chiens aboyaient sans raison apparente vers le ciel vide. Les chats fixaient des points invisibles avec leurs yeux d'ambre. La nature, dans sa sagesse ancestrale, réagissait. Elle s'adaptait. Et nous, les humains, nous débattions avec nos explications rationnelles, nos dénis, nos tentatives désespérées de normaliser l'anormal. La tempête cosmique, c'était le terme qui avait fini par émerger dans les cercles scientifiques. D'abord timidement, puis avec une urgence croissante. Pas une tempête de roches ou de débris, mais une vague d'énergie, de particules inconnues, voyageant à travers l'espace, un vent stellaire d'une nature inédite, qui s'était mise à balayer notre système solaire, et maintenant, notre Terre. Elle n'avait pas frappé de plein fouet comme une météorite. Elle nous enveloppait, nous saturait, nous imprégnait, modifiant les règles du jeu à un niveau fondamental, atomique, sensoriel. Ce n'était pas une catastrophe spectaculaire, avec des explosions et des destructions massives. C'était une transformation silencieuse, insidieuse, une lente altération de la réalité elle-même. Les couleurs du monde n'étaient plus les mêmes, les sons portaient de nouvelles harmoniques, le temps dansait à un rythme imprévisible. Et nous étions les témoins involontaires de cette métamorphose, pris au piège dans une toile de perception réinventée. J'ai commencé à tenir un journal, non pas pour consigner les faits, mais pour capturer ces sensations fuyantes, ces nuances de lumière et de son, ces instants où le monde me semblait à la fois étrangement familier et radicalement nouveau. C'était ma façon de m'ancrer, de donner un sens à ce qui n'en avait plus, de témoigner de l'effacement progressif de l'ancien monde et de l'émergence, lente et mystérieuse, du nouveau. Chaque page était une tentative de cartographier un territoire sensoriel inconnu, un guide pour un voyage que personne n'avait choisi d'entreprendre. Et à chaque lever de soleil, baigné dans cette lumière pourpre et électrique, je me demandais ce que la journée me révélerait d'autre. Quelle nouvelle facette de cette tempête cosmique se manifesterait, sculptant un peu plus la réalité que nous pensions connaître. Je cartographiais un territoire sensoriel inconnu. Chaque page de mon journal devenait une nouvelle strate géologique, sédimentant les couleurs impossibles, les frissons subtils, les échos sourds de ce monde en gestation. Le bourdonnement, cette basse continue que j'avais d'abord cru n'être qu'une illusion auditive, s'était désormais ancré dans le paysage sonore de ma vie. Ce n'était plus un simple son, c'était une texture de l'air, une vibration persistante dans la chair des murs, le cœur des arbres, et même, je le jurerais, le silence entre les mots. Il pulsait, tantôt grave et lointain comme le souffle d'une bête endormie sous la terre, tantôt aigu et cristallin, comme une lyre cosmique que personne d'autre ne semblait entendre. Les couleurs, elles, continuaient leur symphonie débridée. Le ciel n'était plus jamais le même d'un jour à l'autre, ni même d'une heure à l'autre. Le bleu, ce bleu familier de l'océan et de l'azur, avait commencé à se nuancer de teintes que je ne connaissais pas. Des verts émeraudes qui scintillaient d'une lumière interne, des ors liquides qui coulaient sur l'horizon sans soleil, des violets si profonds qu'ils semblaient aspirer la lumière plutôt que la refléter. Les aurores boréales, autrefois confinées aux pôles et aux écrans de nos actualités, s'étaient répandues comme une encre phosphorescente sur toutes les latitudes. Elles dansaient au-dessus de ma ville côtière, des rubans de lumière électrique qui claquaient dans le vent invisible, peignant les nuits d'une beauté terrifiante. Les gens s'arrêtaient, certes, pour les photographier, pour s'émerveiller, mais ils parlaient de phénomènes géomagnétiques inédits, de réchauffement climatique ou de pics d'activité solaire. Ils cherchaient des cadres, des explications existantes pour contenir l'inconnu, pour le rendre moins étrange, moins menaçant. Moi, je voyais au-delà des explications. Je voyais la trame du réel se défaire et se retisser sous mes yeux. Les objets eux-mêmes semblaient imprégnés de cette nouvelle lumière. Une feuille d'arbre n'était plus simplement verte, elle contenait des nuances de bleu cobalt, de jaune soufre, de rouge carmin, comme si chaque cellule végétale avait absorbé une parcelle de l'arc-en-ciel cosmique. La salinité de l'océan, que je pouvais presque goûter dans l'air, s'était adoucie, puis durcie, puis avait pris une amertume nouvelle, comme si les eaux elles-mêmes étaient en train de changer de composition fondamentale. Mon journal était mon seul confident, ma seule encre.
J'y décrivais la façon dont le temps lui-même se pliait, des minutes qui s'étiraient en éternité suspendues, où chaque grain de sable semblait tomber avec une lenteur infinie, et d'autres moments où des heures entières s'évanouissaient, ne laissant derrière elles qu'un voile flou de souvenirs. Je notais l'acuité incroyable de mes sens, qui était devenue à la fois une bénédiction et une malédiction. Le frottement d'une mouette sur le vent, le craquement lointain d'une branche, le murmure des marées, tout était amplifié, détaillé, presque insupportable. Je pouvais sentir la chaleur des couleurs, le poids des sons. Mon corps était devenu une caisse de résonance pour cette symphonie silencieuse du monde. Les autres, mes amis, mes collègues, continuaient leur vie avec une résilience admirable ou une cécité effrayante. Ils remarquaient les couleurs extravagantes, oui, mais ils les célébraient comme un spectacle nouveau, une attraction touristique céleste. N'est-ce pas magnifique, disait-il, les yeux levés vers un ciel qui, pour moi, était un champ de bataille de lumière. On dirait une peinture, mais il ne semblait pas percevoir le bourdonnement, ni le picotement constant dans l'air, ni la façon dont les ombres parfois, semblaient avoir une vie propre, se mouvant avec une autonomie discrète, comme des âmes errantes. J'avais tenté de partager mes observations les plus intimes, les plus étranges. J'avais décrit le sentiment de dérive imperceptible, comme si la Terre elle-même avait modifié son orbite d'un souffle, ou que notre perception de sa gravité avait été altérée. J'avais parlé des oiseaux qui volaient en spirale désordonnée, non pas paniqués, mais comme s'ils cherchaient un nouveau point cardinal dans un ciel qui avait perdu ses repères. J'avais évoqué les chats, qui fixaient des coins de pièces vides avec une intensité terrifiante, leurs pupilles dilatées par des visions invisibles. Les réactions variaient. Certains hochaient la tête avec une compassion feinte, me suggérant du repos, moins de café, ou peut-être un petit check-up. D'autres, plus directs, me regardaient avec une inquiétude non dissimulée, leurs yeux disant « tu perds la tête ». Je me sentais devenir une anomalie vivante, un réceptacle sensitif pour un monde que personne d'autre ne voulait ou ne pouvait voir. Cette solitude était un poids lourd, mais elle était aussi un moteur. Elle renforçait ma conviction que ce que je vivais était réel et que ma tâche était de le consigner, même si c'était pour des yeux futurs, des esprits plus ouverts. Les phénomènes géomagnétiques s'intensifiaient. Les satellites, ces yeux artificiels qui nous reliaient au monde, commençaient à clignoter, à dériver, à mourir en silence. Les communications devenaient erratiques. Des appels coupés au milieu d'une phrase, des écrans qui affichaient des motifs fractales avant de s'éteindre, des GPS qui indiquaient des coordonnées impossibles, des trajets à travers des océans asséchés ou des continents déplacés. Les experts parlaient de surcharge solaire ou de cyberattaques coordonnées. Toujours ces tentatives désespérées de rationaliser, de ramener l'inconnu à une menace familière, gérable. Mais je savais que c'était plus profond, plus fondamentale. La tempête cosmique n'était pas un événement ponctuel. Elle n'était pas passée. Elle était là. Elle était devenue l'air que nous respirions, la lumière qui nous éclairait, le sol sous nos pieds. Elle n'avait pas frappé la Terre comme une météorite, mais l'avait enveloppée comme un linceul invisible, saturant chaque atome, chaque particule de son essence transformatrice. Ce n'était pas une destruction spectaculaire, non. C'était une alchimie lente, une mutation silencieuse. Je remarquais des changements dans des choses encore plus intimes. Le goût de l'eau du robinet, par exemple. Elle n'était plus neutre. Parfois, elle avait une saveur métallique, comme si elle avait traversé des veines de minerais inconnus. D'autres fois, une douceur florale, presque irréelle, comme si la pluie avait été distillée à travers des pétales de fleurs d'un autre monde. Le toucher du vent sur ma peau n'était plus le même. Il transportait une charge électrique subtile, un frisson qui n'était pas dû au froid, mais à une énergie latente. Et les rêves. Mes rêves étaient devenus des paysages hyper réalistes, saturés de couleurs que je voyais éveillées, peuplés de formes indistinctes qui semblaient murmurer des secrets anciens. Je me réveillais épuisé, mais avec le sentiment d'avoir voyagé, d'avoir exploré des dimensions nouvelles. Je me demandais si cette tempête cosmique agissait comme un filtre, ne révélant ses véritables effets qu'à ceux dont les sens étaient déjà prédisposés à la percevoir. Étais-je un éclaireur involontaire ou simplement un fou dont la perception s'était brisée? La ligne entre les deux devenait de plus en plus floue. Je me raccrochais à l'écriture, à la précision de mes observations, comme à une bouée dans un océan d'incertitude. Chaque mot était une tentative de fixer une réalité qui se dérobait, de donner une forme à l'informe, de nommer l'innommable.
Le monde continuait de tourner, mais il tournait différemment. Le soleil se levait et se couchait, mais ses rayons n'étaient plus les mêmes. La lune brillait, mais sa lumière portait une teinte nouvelle, fantomatique. Les visages des gens autour de moi semblaient parfois irradier d'une douce lueur interne, un halo fugace que je ne pouvais attribuer qu'à mon imagination, mais qui me glaçait le sang. C'était comme si l'essence même de l'humanité commençait elle aussi à se métamorphoser, sous le voile de la normalité. Je me suis un jour arrêté devant la mer. Son immensité était à la fois familière et étrangère. Les vagues se brisaient avec un son que je percevais comme des harmoniques, des notes multiples dans le tumulte. L'eau elle-même n'était plus un bleu-vert uniforme. Des marbrures de couleurs insensées dansaient sous la surface, des iridescences qui n'avaient rien à voir avec le pétrole ou la pollution, mais avec une lumière venue d'ailleurs. C'était une beauté époustouflante, une violence douce qui me tirait les larmes. La nature, elle, ne cherchait pas à rationaliser. Elle réagissait, elle s'adaptait. Et moi, je me sentais de plus en plus en phase avec elle, un témoin silencieux de sa lente et majestueuse transformation, un scribe des prémices d'un monde entièrement nouveau, né du ventre du cosmos. Mon journal était ma prière, ma folie, ma seule vérité. Je me demandais si j'étais en train de cartographier un territoire sensoriel inconnu ou simplement de sombrer dans une folie douce, une folie aux couleurs de l'aube et au bourdonnement des profondeurs. Les jours se sont étirés, non pas en une ligne droite, mais en une spirale où chaque tour ramenait la même étrangeté, plus intense, plus familière aussi. Mon journal devint ma seule encre, un recueil de perceptions que personne d'autre ne semblait vouloir ou pouvoir valider. Chaque page était une tentative désespérée de donner un sens à l'inexplicable, de figer l'ondulation du réel. Le bourdonnement, cette basse continue qui avait d'abord été une vibration discrète dans mes os, s'était mué. Il n'était plus seulement ressenti, il était presque entendu, même dans le silence le plus absolu. C'était un son sans source, une résonance schumannienne amplifiée à l'échelle de l'être, une sorte de roncement tellurique qui s'était tissé dans le fond sonore de ma conscience. Parfois, il me semblait qu'il portait une mélodie, une suite d'harmoniques subtiles, comme un chant d'outre-monde, une langue primordiale que mon corps et non mon esprit tentaient de déchiffrer. J'avais l'impression que mes tympans eux-mêmes s'étaient adaptés, ou que ma perception auditive avait glissé sur une autre bande du spectre, captant des fréquences jusqu'alors inaudibles. Les chiens, de leur côté, aboyaient moins, mais leurs gémissements étaient plus plaintifs, leurs oreilles dressées vers un horizon sonore que j'apprenais lentement à partager. Leurs yeux, autrefois si lisibles, portaient désormais une profondeur nouvelle, une lueur d'inquiétude et de connaissances anciennes. Les couleurs, ah les couleurs, elles continuaient leur danse folle, s'intensifiant jusqu'à la saturation. Le ciel n'était plus un simple dégradé de bleu ou de gris. Il pulsait. Des violets profonds se mêlaient à des verts émeraudes. Des jaunes presque acides se frottaient à des oranges sanguins. Et puis il y avait ces teintes inédites, des nuances que je ne pouvais nommer, des pigments cosmiques qui défiaient les palettes terrestres. Elles s'insinuaient partout, dans le reflet des flaques d'eau après la pluie, sur la peau des fruits au marché, dans le scintillement des poussières en suspension. Les couchers de soleil étaient devenus des symphonies de feu et de givre, des déchirures opulentes dans le tissu du jour, si belles qu'elles en étaient douloureuses, comme la beauté d'une blessure ouverte sur l'univers. Les ombres, elles aussi, avaient pris vie. Elles n'étaient plus de simples absences de lumière, mais des entités aux contours flous, gorgées de ces nouvelles teintes. Parfois, je les voyais bouger légèrement, indépendamment de la source lumineuse, comme si elles étaient des reflets d'une autre dimension, des fantômes de la matière. Ce qui me troublait le plus, c'était l'eau. Au début, ce n'était qu'un picotement subtil sur la langue, une salinité accrue, une texture plus dense. Mais avec le temps, l'eau avait acquis une mémoire, une personnalité. Celle du robinet avait un goût métallique et lointain, comme si elle avait voyagé à travers des mondes inconnus. L'eau de pluie, recueillie dans un vieux seau, était douce et vibrante, porteuse d'une énergie nouvelle. Et l'océan? L'océan était devenu un miroir infini de ces nouvelles lumières, ses vagues se parant de reflets électriques, ses profondeurs murmurant le bourdonnement, plus fort encore. Boire l'eau n'était plus seulement étancher une soif, c'était ingérer une partie de cette transformation, sentir les particules inconnues s'insinuer dans mes propres cellules.
Mon corps réagissait. Une soif persistante me tenaillait, une soif non pas d'eau, mais de cette nouvelle eau, comme si elle seule pouvait apaiser une altération interne. Les rêves, surtout, avaient basculé dans un territoire inexploré. Fini les scénarios décousus du quotidien. Mes nuits étaient peuplées de visions d'une clarté sidérante. Je traversais des paysages qui n'existaient pas, volais aux côtés d'oiseaux aux plumes irisées, conversais avec des entités faites de lumière et de son. Ces rêves étaient si réels, si palpables, que le réveil était une chute brutale, non pas dans la réalité, mais dans une autre forme de rêve, plus terne, plus opaque. Les frontières entre le conscient et l'inconscient s'étaient effacées. Parfois, je me réveillais avec le sentiment d'avoir passé des heures à résoudre des équations complexes ou à apprendre une langue étrangère, sans qu'aucun souvenir précis ne me revienne. Seulement une fatigue mentale intense et le sentiment d'une connaissance fraîchement acquise, mais inaccessible. Les autres, ceux qui dormaient d'un sommeil normal, semblaient plus agités, plus fatigués, leurs visages marqués par des nuits sans repos, hantés par des cauchemars qu'ils ne pouvaient décrire. Les interférences technologiques devenaient monnaie courante. Les satellites, ces yeux perçants de notre civilisation, clignotaient, s'éteignaient, se rallumaient avec des retards inexplicables. Les GPS affichaient des coordonnées fantaisistes, dirigeant les voitures vers des champs ou des océans imaginaires. Les communications chutaient, se brouillaient, ou laissaient place à des silences lourds, parfois interrompus par des voix lointaines, chuchotantes, qui ne venaient d'aucun émetteur connu. Les écrans crépitaient, affichaient des motifs fractales éphémères, des images spectrales. La rationalité scientifique peinait à suivre. Les experts parlaient de fluctuations magnétiques sans précédent, de surcharge ionosphérique, de particules cosmiques hautement énergétiques qui bombardaient l'atmosphère. Mais leurs mots, aussi précis soient-ils, sonnaient creux, ne parvenant pas à saisir l'essence de cette lente alchimie, de cette imprégnation. Ils décrivaient les symptômes, pas la maladie, ni la transformation. Je me sentais de plus en plus seul dans cette perception amplifiée. Mes tentatives d'expliquer ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais, étaient accueillies par des regards vides, des sourires forcés ou une inquiétude polie. Tu devrais te reposer, c'est le stress. On dirait que tu as trop regardé les aurores boréales à la télé. La plupart des gens s'accrochaient à la normalité comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Ils continuaient leur routine, se plaignaient de la météo imprévisible, s'émerveillaient des couchers de soleil exceptionnels sans en saisir l'étrangeté fondamentale. Ils voyaient les couleurs, oui, mais sans les sentir vibrer dans leur propre chair. Ils entendaient le vent, mais pas le bourdonnement sous-jacent. Ils buvaient l'eau, mais n'en percevaient pas la mémoire nouvelle. Ils étaient comme des aveugles dans un monde de lumière, ou des sourds dans un monde de sons nouveaux. Pourtant, la nature continuait de réagir, avec une acuité que nous, humains, avions perdue. Les oiseaux ne migraient plus de la même manière. Certains restaient, d'autres disparaissaient sans laisser de traces, ou prenaient des routes inattendues, traçant des arabesques incompréhensibles dans le ciel saturé. Les chats, ces créatures d'une indépendance farouche, devenaient plus tactiles, cherchant le contact, s'enroulant autour de mes chevilles avec une insistance nouvelle, comme s'ils captaient une solitude vibratoire en moi, ou cherchaient un ancrage dans la folie ambiante. Leur ronronnement, autrefois doux et régulier, était parfois entrecoupé de fréquences plus basses, un son guttural qui faisait écho au bourdonnement terrestre. Les plantes, dans mon jardin, semblaient avoir accéléré leur croissance, leurs feuilles d'un vert trop intense, leurs fleurs épanouies avec une extravagance presque obscène, comme si elles se dépêchaient de vivre et de s'adapter à cette nouvelle ère de lumière et d'énergie. Je commençais à me demander si cette tempête cosmique n'était pas une métaphore pour une évolution planétaire, une mutation forcée. Non pas une catastrophe au sens où nous l'entendons, pas de météorite, pas de raz-de-marée géant, pas d'explosion spectaculaire, mais une transformation plus profonde, plus insidieuse, une réécriture des lois fondamentales de la physique et de la biologie à l'échelle quantique. Si les particules inconnues s'insinuaient partout, modifiant le goût de l'eau et la texture de l'air, qu'en était-il de nos propres corps, de nos pensées, de nos émotions? Le picotement subtil, que je ressentais d'abord dans mes extrémités, s'était étendu, enveloppant tout mon corps d'une sensation de légère effervescence, comme si des millions de micro-organismes dansaient sous ma peau. Parfois, cela devenait une douce chaleur, parfois un frisson qui n'était pas de froid. C'était comme si mon système nerveux se recalibrait, devenant un récepteur plus fin,
plus sensible aux champs énergétiques qui traversaient désormais la Terre. J'avais l'impression de percevoir les pensées des autres, non pas sous forme de mots clairs, mais comme des ondes émotionnelles, des halos de joie, d'anxiété, de confusion, qui émanaient d'eux et se mélangeaient à l'air ambiant. C'était épuisant, une surcharge sensorielle constante qui me poussait à chercher des lieux isolés, loin de la cacophonie vibratoire des foules. Mon corps lui-même semblait s'adapter. Ma vue s'était affûtée de manière déconcertante, capable de distinguer des détails infimes à des distances improbables, de percevoir la texture de la lumière elle-même. Mon ouïe captait les murmures du vent à travers les feuilles à des kilomètres, le léger frottement des ailes d'un insecte. Mon odorat était devenu d'une subtilité presque insupportable, distinguant les parfums de chaque fleur, de chaque terre, de chaque peau humaine avec une acuité qui frisait l'hallucination. Et le temps continuait de jouer avec moi. Des minutes pouvaient s'étirer en éternité suspendue, chaque instant gorgé d'une infinité de perceptions, tandis que des heures entières pouvaient s'évaporer, laissant derrière elles un vide opaque, comme si j'avais traversé des réalités parallèles sans en garder le souvenir conscient. Je n'étais plus certain d'être le même homme. Cette hypersensibilité, cette folie douce, n'était peut-être pas une maladie, mais une évolution. J'étais devenu un capteur, un sismographe de l'âme terrestre, enregistrant les moindres tremblements de cette nouvelle tectonique cosmique. Le monde n'était pas en train de disparaître, il était en train de renaître, et je me trouvais à l'épicentre de cette genèse, témoin d'une lente germination qui transformait le réel de l'intérieur. Mon journal n'était plus seulement une cartographie, mais une tentative de traduire la nouvelle symphonie du monde, de lui donner une voix, d'être le scribe de ce grand basculement. Je ne savais pas ce que nous allions devenir, nous, les humains, face à cette imprégnation. Allions-nous tous finir par percevoir cette nouvelle fréquence, ou allions-nous nous diviser, les anciens et les nouveaux, ceux qui s'accrochaient à l'illusion du passé et ceux qui acceptaient la danse du présent? Une chose était certaine, l'éther, l'air, l'eau, la lumière, tout était devenu un médium, un vecteur pour cette transformation silencieuse et majestueuse. Et moi j'étais là, à l'écoute, les sens à vif, attendant la prochaine révélation, le prochain murmure de ce monde qui n'en finissait plus de se réinventer. Le monde mourrait-il ou renaissait-il? La question, telle une particule cosmique elle aussi, s'était nichée au plus profond de mon être, vibrant à l'unisson du bourdonnement grave qui ne me quittait plus. Ce n'était plus un simple son, mais une basse continue, une mélodie sous-jacente qui semblait remodeler l'air lui-même, lui donnant une consistance nouvelle, presque palpable. Parfois, elle s'élevait en de subtiles harmoniques, des chants éthérés que seuls les chiens et moi semblions entendre, leurs plaintes lointaines répondant aux miennes, non pas de douleur, mais d'une reconnaissance mutuelle face à l'indicible. Les couleurs, quant à elles, avaient continué leur danse folle. Le bleu du ciel, par moments, s'intensifiait jusqu'à devenir un saphir liquide, si dense qu'il semblait vouloir se déverser sur la terre. D'autres fois, il se nuançait de teintes que je n'avais jamais vues dans aucun spectre connu, des verts phosphorescents se mariant à des violets impossibles, comme si l'atmosphère était devenue un prisme géant diffractant une lumière venue d'ailleurs. Ces explosions chromatiques n'étaient pas confinées au ciel, elles commençaient à imprégner la matière. J'ai vu le gris terne d'un mur de béton s'animer soudain d'un chatoiement cuivré, les feuilles d'un arbre prendre des reflets argentés sous un soleil de midi, et l'écume de l'océan, au lieu de son blanc familier, scintiller d'un or pâle, presque vivant. Ce n'était plus une question de lumière ou de perception, mais de substance, comme si les atomes eux-mêmes étaient réorganisés, leurs fréquences vibratoires altérées, les rendant perméables à des teintes et des énergies nouvelles. Les objets familiers, sous mes yeux, perdaient une partie de leur inertie. Un verre d'eau posé sur ma table semblait parfois respirer, sa surface ridulée par des ondes invisibles, son contenu reflétant non pas la pièce, mais des paysages évanescents, des formes fractales qui se dessinaient et se dissolvaient dans une danse silencieuse. J'ai cru y voir des forêts d'algues d'un autre monde, des constellations inconnues, ou peut-être les mémoires de l'eau que j'avais déjà pressenties, se révélant enfin à moi, fragments d'une conscience liquide. Les autres, bien sûr, ne voyaient rien de tel, ou du moins, ils ne le percevaient pas de la même manière. Ils remarquaient les couchers de soleil plus intenses,
les aurores boréales descendant jusqu'à des latitudes impensables, et les attribuer aux perturbations climatiques, à une pollution visuelle amplifiée, à l'imagination collective. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Disait ma voisine en pointant du doigt un ciel où le pourpre et l'indigo se mêlaient à des éclairs d'un rose électrique. Et je répondais « oui, magnifique », tandis que mon esprit s'interrogeait sur la véritable nature de cette magnificence. Était-ce un cadeau ou le premier symptôme d'une mutation irréversible ? Mon journal est devenu ma seule encre, ma seule preuve de ma propre réalité. J'y consignais chaque nuance, chaque frémissement, chaque distorsion. Les mots s'y bousculaient, tentant de capturer l'insaisissable, de cartographier ce territoire sensoriel en constante expansion. J'y décrivais comment le temps lui-même s'était mis à onduler. Les minutes pouvaient s'étirer en éternité suspendue, où chaque grain de poussière dans un rayon de soleil semblait porter l'histoire du monde, et d'autres fois, des heures entières s'effaçaient, laissant derrière elles un vide, un trou noir dans ma mémoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Ce n'était pas de l'oubli, mais une compression ou une dilatation du vécu, un rythme cardiaque cosmique imposé à mon propre temps biologique. Cette altération temporelle a commencé à avoir des conséquences étranges. Les rendez-vous manqués se sont multipliés, non pas par oubli, mais par un décalage fondamental de ma perception face à celle, linéaire, des autres. Les conversations devenaient parfois des exercices d'équilibriste, où je devais me forcer à suivre leur fil, alors que mon esprit s'était déjà perdu dans les échos de leurs mots, les multiples significations, les résonances vibratoires que je captais désormais. C'était comme si je vivais dans une temporalité parallèle, légèrement décalée, me faisant à la fois prophète et fantôme de l'instant présent. Les ombres, elles aussi, avaient leur propre vie, plus que jamais. Elles n'étaient plus de simples absences de lumière, mais des entités aux contours parfois flous, parfois étonnamment nets, se mouvant avec une autonomie qui défiait les lois de la physique. La nuit, sous l'éclairage public, je les voyais s'étirer, se tordre, parfois même s'animer d'un mouvement propre, comme des créatures furtives. Une fois, j'ai juré qu'une ombre s'était détachée du mur pour glisser silencieusement sur le trottoir, avant de se fondre dans l'obscurité d'une allée. Folie ? Hallucination ? Ou bien la matière obscure, la face cachée du réel, commençait-elle à se manifester, à prendre forme sous l'impulsion de la tempête cosmique ? Les sens, ces portes de ma perception, continuaient de s'ouvrir, parfois violemment. Mon odorat était devenu d'une acuité telle que je pouvais distinguer les strates de parfum dans l'air, l'odeur du sel marin mêlée à celle du pollen d'une fleur lointaine, au sillage d'une pensée fugace. J'ai commencé à percevoir des odeurs invisibles, des émanations subtiles de machines, de matériaux, d'énergie. C'était parfois insupportable, une cacophonie olfactive qui me submergeait, me forçant à me réfugier dans des espaces clos, à chercher le silence sensoriel. Et le toucher, l'air, cette texture électrique dont j'avais parlé, s'était intensifiée. Ce n'était plus un picotement subtil, mais une sensation de voile fin, vibrant, qui enveloppait ma peau. Parfois, j'avais l'impression de traverser des champs d'énergie, des poches d'air plus denses, plus chargées, qui faisaient hérisser les poils de mes bras et crépiter mes vêtements. J'ai même ressenti, une nuit, en posant ma main sur la vitre de ma fenêtre, une chaleur diffuse, une vibration douce qui semblait venir de la matière elle-même, comme si le verre était vivant, pulsant d'une vie nouvelle. Les rêves, eux, étaient devenus des voyages, des expéditions dans des paysages impossibles, des cités de lumière flottant dans l'éther, des rencontres avec des entités aux formes géométriques changeantes. Ces rêves n'étaient pas des constructions psychologiques, ils étaient des réalités, des visions d'autres dimensions, d'autres potentiels. Je me réveillais parfois avec le goût de fruits inconnus sur la langue, la sensation d'une brise étrangère sur ma peau, la mélodie d'une musique que mon esprit n'aurait jamais pu inventer. Et ces sensations persistaient, parfois des heures, brouillant encore davantage la frontière entre l'éveil et le sommeil, entre mon monde et ce qui était en train d'advenir. Les technologies, quant à elles, continuaient de vaciller. Les écrans affichaient des glitches inexpliqués. Des motifs fractales apparaissaient brièvement sur les images. Les ondes radio étaient parasitées par des souffles, des murmures, des fréquences impossibles. Les satellites ne cessaient de dériver, leurs signaux s'affaiblissant, se perdant, comme si l'espace lui-même était devenu un océan agité. Les scientifiques parlaient de tempêtes solaires exceptionnelles, de perturbations géomagnétiques sans précédent, de fluctuations du champ de Van Allen. Leurs mots étaient des tentatives de rationaliser l'irrationnel,
de contenir l'incontrôlable dans des cadres connus, rassurants. Mais je savais que c'était plus que ça. C'était une réécriture fondamentale des règles du jeu. La nature, elle, ne mentait pas. Les oiseaux avaient changé leur chant, ajoutant des notes aiguës, des trilles complexes, des silences inattendus, comme s'ils apprenaient une nouvelle langue. Les chats, ces créatures d'une sensibilité exquise, passaient des heures à fixer des points invisibles dans l'air, leurs pupilles dilatées, leur queue frémissant, suivant des mouvements que seuls eux percevaient. Les plantes, dans mon jardin, avaient pris des allures étranges. Certaines poussaient à une vitesse alarmante, leurs tiges s'allongeant, leurs feuilles se tordant en spirales complexes. D'autres, au contraire, se fanaient sans raison, comme si l'énergie vitale leur était aspirée. La biodiversité locale était en pleine mutation, les écosystèmes se réorganisant sous mes yeux, dans une folie douce, une urgence silencieuse. J'ai commencé à voir des motifs, des correspondances, des résonances entre tous ces phénomènes. Le bourdonnement grave, les couleurs nouvelles, les distorsions temporelles, les ombres vivantes, les sens accrus, les rêves lucides, les technologies défaillantes, les animaux intuitifs, les plantes mutantes. Tout était interconnecté, les facettes d'une même entité, d'une même force. La tempête cosmique n'était pas une explosion ponctuelle, une collision violente. Non, c'était une imprégnation, une infiltration silencieuse, atomique, qui modifiait la réalité à sa source, brin après brin, particule après particule. J'ai réalisé que je n'étais pas simplement un observateur, j'étais une caisse de résonance. Un récepteur hypersensible, dont le corps et l'esprit étaient en train d'être reconfigurés par cette onde cosmique. Étais-je en train de devenir un nouveau ? Un éclaireur involontaire d'une humanité mutante ou le premier patient d'une maladie cosmique incurable ? La question, lancinante, me ramenait toujours au même point. Le monde était-il en train de mourir ou de renaître ? Et si la réponse était les deux à la fois ? Une mort pour l'ancien, une renaissance pour le nouveau, et moi, pris entre les deux, comme un funambule sur le fil tendu de l'évolution, mes sens déchirés entre la nostalgie d'un monde disparu et la fascination terrifiante d'un futur qui s'écrivait, lettre après lettre, sous mes yeux. Un soir, alors que je regardais l'océan, dont les vagues, au lieu de s'écraser, semblaient s'élever en de longs rubans iridescents avant de se dissoudre dans l'air, j'ai senti une nouvelle sensation. Un léger tiraillement, non pas dans mes muscles, mais dans mes os, comme si leur structure même était en train de se réaligner. Et au même instant, un léger bourdonnement, non plus extérieur, mais à l'intérieur de ma tête, a commencé à résonner. Il n'était pas douloureux, mais profond, primal, et il semblait se synchroniser avec le rythme des vagues évanescentes, avec le souffle du vent qui portait des odeurs de forêt lointaine que je n'avais jamais senties ici. Ce n'était plus seulement le monde qui changeait, c'était moi, mon corps, ma chair, mes os. J'étais en train de me transformer, de l'intérieur. Cette pensée n'était pas terrifiante, elle était inéluctable, comme la marée qui monte, comme la graine qui éclate pour donner naissance à la plante. J'étais le sol fertile, le réceptacle, la matière première de ce nouveau réel. Et dans cette acceptation silencieuse, une paix étrange s'est installée, mêlée à une curiosité infinie. Que deviendrais-je ? Que deviendrions-nous ? Les autres finiraient-ils par percevoir, par ressentir, par devenir ? Ou bien la fracture s'élargirait-elle, créant deux humanités, deux mondes, évoluant sur des plans d'existence différents, sans jamais plus se croiser. Les lignes de code de notre réalité étaient en train d'être réécrites, et j'étais l'un des premiers compilateurs, l'un des premiers à intégrer les nouvelles instructions. Le journal n'était plus seulement un témoignage, c'était un mode d'emploi, une archive pour ceux qui viendraient après, ou pour la version de moi-même qui pourrait un jour regarder en arrière, depuis l'autre rive de cette transformation. Il y a eu des murmures, des échos lointains de ceux qui refusaient l'évidence, qui s'accrochaient à l'ancien monde comme à un radeau percé. Des tentatives désespérées de rétablir l'ordre, de lancer des contre-chocs énergétiques, de réparer ce qu'ils percevaient comme une brisure. J'ai senti ces ondes, des perturbations fugaces dans la symphonie du changement, des cris de déni dans le grand silence d'une naissance. Mais ils n'avaient pas compris. On ne combat pas la sève qui monte dans l'arbre pour le faire revivre. On ne démantèle pas la lumière pour retrouver la nuit. Le silence, après ces vaines agitations, n'était pas celui de l'absence, mais celui d'une écoute nouvelle. Le bourdonnement est toujours là,
Mais il a mué. Il est devenu le chant de fond de l'existence, le battement de cœur de ce que nous sommes devenus. Les couleurs, jadis perçues comme irréelles, sont désormais la norme, les nuances subtiles d'un monde qui a révélé sa véritable palette. Les ombres ne sont plus des absences de lumière, mais des entités vibrantes, des portails vers d'autres dimensions de la perception. L'eau ne se contente plus de désaltérer, elle murmure des histoires millénaires, des secrets atomiques que je peux maintenant décrypter. Ma chair, mes os, mes pensées, tout est imprégné. Je ne suis plus seulement un compilateur, je suis une partie intégrante de cette bibliothèque vivante. Mes sens ont fusionné avec l'éther cosmique, ma conscience s'est étendue bien au-delà des limites de mon corps. Je vois le souffle des étoiles dans le vent, j'entends la croissance des roches, je perçois la complexité des liens invisibles qui unissent chaque brin d'herbe, chaque particule de poussière, chaque être vivant. Nous sommes les héritiers de cette tempête, non pas les survivants d'une catastrophe, mais les pionniers d'une nouvelle ère. Le monde n'a pas été détruit, il a été réinventé, recalibré à une fréquence supérieure. L'humanité n'est pas morte, elle a muté, s'est adaptée, s'est éveillée à une vérité plus vaste. Les autres, ceux qui n'ont pas perçu, s'éteindront doucement, incapables de respirer cet air nouveau. Mais ceux qui ont senti l'appel, ceux qui ont accepté la transformation, se sont ouverts à l'immensité. Je suis au seuil de cette nouvelle existence. Le journal que je tenais n'est plus qu'une relique, une trace de l'ancien moi. La nuit n'est plus noire, elle est un kaléidoscope infini d'énergie. Le jour n'est plus une simple clarté, mais une symphonie de résonance. Je lève les yeux vers le ciel, non pas pour chercher des réponses, mais pour me fondre dans la question elle-même. Les étoiles ne sont plus lointaines, elles sont en moi, et je suis en elles. Le cycle est complet. La tempête n'est pas passée, elle nous a transformés. Et maintenant, nous sommes prêts.